Écoutez, on y va et puis ça ira, vous verrez. Oui, je pense. Si ça ne va pas, vous mettez à la poubelle et puis voilà. Non, pas du tout. Je me sens pas du tout américain. Je crois que j'ai une culture foncièrement française. Euh, j'ai pris des leçons aux États-Unis, ça c'est sûr. Hein. Je ne regretterai jamais d'être allé là-bas. Ça m'a appris, disons, le formalisme, la puissance de l'œuvre d'art américaine, ce que je n'aurais jamais eu si j'étais resté en France. C'est pour ça que je peux aujourd'hui mesurer à des grands formats, enfin, me développer avec des grands formats. Je pense que ça m'a beaucoup servi, ce formalisme américain précisément. Mais quand même, ma pensée est complètement le rationalisme français, ma nature est foncièrement méditerranéenne, mon accent l'est toujours. Donc je ne me sens pas du tout américain, non. J'ai beaucoup d'amis là-bas, bien entendu. Vous savez, j'ai passé 46 ans aux États-Unis, donc on est obligé d'avoir beaucoup d'amis. Mais c'est une chose curieuse, vous savez, on n'est jamais complètement, je ne dirais pas intégré. Intégré, je l'ai été puisque j'expose beaucoup, mais je veux dire, on n'est jamais complètement euh, très proche de la sensibilité réelle des Américains. Euh, euh, je veux dire, impossible d'avoir une girlfriend américaine. J'espère que vous n'êtes pas américaine. Hein. Non, non, bon, ça va. C'est pas possible. Je veux dire, il y a un tel décalage, vous voyez que. Donc, curieusement, dans toutes ces années, je suis allé là-bas très tôt. Toutes mes amies ont été européennes, bien entendu. C'est très curieux, c'est comme ça. Écoutez, je vais vous dire, l'argent, j'en gagne pas mal, il faut dire les choses. Beaucoup moins que d'autres artistes de ma génération qui sont soit allemands, soit anglais, soit américains. Mais pour un Français, disons que je suis parmi ceux qui se débrouillent le mieux. Mais l'argent ne m'intéresse absolument pas. C'est-à-dire qu'il arrive et je le dépense aussitôt. C'est-à-dire que je ne compte pas combien j'ai d'argent. Je n'ai aucune idée. Je ne fais même pas mes chèques. Je ne fais rien du tout. Je signe des chèques, j'en signe 300 à l'avance et puis je ne veux plus savoir les notes et tout ça. Et je ne me dis pas, tiens, dans un mois, je vais peut-être avoir autant d'argent. Ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, l'argent me sert à faire des choses. Et je crois pouvoir dire qu'on fait de belles choses. Si un jour vous descendez dans le Midi et que vous venez voir la propriété que j'ai au Muy, qui va devenir une fondation, vous verrez que tout ça n'a pas été dépensé dans les boîtes de nuit, dans le whisky, ou bien dans la marijuana, ou bien dans la drogue. Versailles, c'est certainement une étape qui est importante parce que avoir d'abord les artistes qui sont passés avant moi, c'est quand même des artistes de renommée internationale, même s'ils sont plus jeunes que moi, qu'ils sont arrivés après moi sur la scène, ils ont fait tellement de bruit que Versailles est devenu un événement. C'est un peu grâce à eux, vous savez, c'est un peu... Enfin, Versailles, bien entendu, est un endroit tout à fait extraordinaire, un endroit de prestige, il n'y a pas de doute. Moi, arrivé aujourd'hui après ces trois artistes, bon, ben, c'est formidable. Je crois que je n'ai pas trop raté mon coup, si on peut dire, si on peut prendre ce type d'expression. La réaction est assez bonne. C'est une étape, oui, mais enfin, il y a tellement encore d'autres choses à faire. Il y a des gens qui pensent que ça y est, c'est l'apothéose, on ne peut pas aller plus loin. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Simplement, ça, dans un type d'exposition, c'est le summum. Par exemple, pour un artiste, avoir une exposition personnelle dans un lieu qui va être tellement visité, même si on ne vient pas pour nous, mais qui va être nécessairement vu par, on attend 5 millions de personnes cet été, c'est une chose absolument extraordinaire. Et puis aussi, c'est un événement tellement médiatisé, plus médiatisé que n'importe quel autre événement au monde. C'est plus médiatisé que si on a le musée d'art moderne de New York, une rétrospective. Il n'y a pas de doute. Donc c'est pas mal comme événement, oui. Oui, je vais faire une sculpture avec l'acier du World Trade Center. Les plaques sont cette semaine en train d'être envoyées en Belgique pour qu'on réalise la sculpture. Mais comme on n'est pas sûr qu'on va pouvoir l'installer dans Manhattan, dans le cadre de la manifestation du 11 septembre, c'est pas sûr du tout. On n'a pas encore le hockey définitif, bien que le fameux Howard Lutnick, qui est le directeur, qui est le PDG, chairman
Cantor Fitzgerald, c'est lui qui avait perdu 700 personnes. Vous savez, quand les tours sont tombées, c'est lui qui a eu les plus grands dégâts, on va dire. C'est lui qui achète l'acier, ou à qui on donne l'acier pour que je puisse faire cette sculpture. Au départ, on pensait vraiment pouvoir l'installer dans Manhattan, pas à Ground Zero, mais quelque part du côté de Battery Park. Mais c'est pas tout à fait réglé, cette chose-là. Donc on va la faire et puis on va voir ce qui se passe. Écoutez, d'abord il fallait être sculpteur, j'en suis un. Ensuite, je suis assez ami avec Howard Lutnick. C'est un type qui est extraordinaire. C'est dans la mesure où, par exemple, c'est lui qui a eu l'année dernière le prix de l'entrepreneur au monde. C'est-à-dire il est la personne la plus dynamique, la plus exceptionnelle, parmi tous les entrepreneurs au monde. Il a eu ce titre-là et sachant d'où il est parti, c'est-à-dire en dessous de zéro, il est devenu quelqu'un de très important. On est très copains, il collectionne, il m'a acheté plusieurs pièces déjà dans le passé, je le connais depuis à peu près 15 ans. Et c'est lui qui l'été dernier m'a téléphoné comme ça en me disant « Écoute Bernard, je peux avoir de l'acier du World Trade Center, est-ce que tu penses que ça serait bien, est-ce que tu serais d'accord pour faire une sculpture avec ça, une espèce d'hommage, un lieu qui pourrait être un lieu de mémoire aussi ?» Et je lui dis « Écoute, je suis très honoré de faire une chose pareille, mais il faudrait qu'on puisse faire fondre les plaques, les morceaux de métal qui sont tordus. » Je suis allé en octobre-novembre dernier dans le hangar numéro 17 à JFK. Et là, c'était un endroit assez émouvant parce que vous aviez tous ces morceaux de fer comme ça tordus, on reconnaissait des morceaux de poteaux énormes, des engins qui avaient servi au chauffage ou des choses comme ça. Il y en avait, mais il y en avait sur des kilomètres carrés, c'était énorme, le hangar est colossal. Et il y avait là le drapeau américain, vous voyez, qui était, donc vous savez, les Américains savent bien faire ces choses-là, et c'est pas visité par quiconque, mais disons qu'ils ont le sens du respect de ces choses-là. Et je suis venu avec la sœur de Howard Lutnick, Howard Lutnick avait perdu son frère dans cet événement, que je connaissais très bien, parce que j'étais toujours avec eux, là où ils ont fait un catalogue sur mon travail à l'époque, et j'étais toujours fourré avec eux, à l'étage, là au 101e étage, je ne sais plus. Et quand elle est venue, elle a touché un morceau de fer, elle s'est mise à pleurer. C'était très, très émouvant comme événement. Et bon, moi, c'est vrai que je suis très honoré qu'on me donne tout cet acier. On va me donner, en fait, j'ai reçu un mail avant-hier, 120 tonnes d'acier. Alors, tout n'ira pas dans la sculpture, mais je vais avoir une certaine quantité d'œuvres qui seront peut-être destinées à retourner aux États-Unis. Je vais vous donner des informations que personne n'a. Lorsque Jean-Jacques Ayagon m'a invité à Versailles, il est venu me voir. D'abord, il m'a dit, Bernard, voilà, on fait une exposition, très bien, mais comme tu fais des expositions partout, et c'est vrai que j'ai sans arrêt deux expositions quasiment qui voyagent soit en Europe et en Asie, soit en Amérique, dans des grandes villes comme ça. Il me dit, écoute, des expositions comme ça, tu en fais beaucoup, il faut faire autre chose, il faut faire beaucoup plus fort avec Versailles, il faut faire un geste dont les gens vont parler, dont ils vont se souvenir, qui sera un peu plus médiatisé que les autres, parce que tu auras fait un truc. Voilà. Donc j'ai dit, bon, très bien, je vais réfléchir. Il est venu me voir l'été dernier, on a parlé encore un petit peu. Depuis, je lui avais montré l'idée des deux grands arcs comme ça. On ne savait pas très précisément si on allait les mettre sur la place d'Armes ou bien dans les jardins, mais disons que tout ça était en train de se faire. Et alors, comme toutes les expositions jusqu'à présent ont débuté au mois de septembre, il était question que ce soit aux alentours de 10, 11, 12 septembre. Et tout d'un coup, je lui ai dit, tu sais, c'est intéressant, Jean-Jacques, qu'on inaugure l'exposition aux alentours du 10, 11, 12, parce que le 11 septembre, c'est précisément l'anniversaire 10 ans du World Trade Center. Et je lui dis que je vais avoir tout cet acier. Et du coup, je lui dis, et si on faisait les deux grandes sculptures avec l'acier du World Trade Center ? Ce serait quand même aussi un hommage que l'on rendrait non seulement à l'Amérique, enfin à l'événement, mais surtout ce serait un hommage que l'on rendrait à l'Amérique elle-même, parce qu'il faut savoir que c'est Nelson Rockefeller qui a reconstruit, on va dire, qui a rénové Versailles en 1927, quelque chose comme ça. Donc ce serait un geste que l'on ferait. Et puis, très bien, l'idée était bonne, et tout à coup, on a eu cette idée quand même de faire l'exposition avant l'été, parce que c'était trop dommage de rater tellement de gens.
tout ce passage énorme qu'on a l'été, et l'exposition durerait 5 mois, donc on a changé au dernier moment et on est parti dans cette direction. Oh ben, j'ai trois sculptures que je rêve de réaliser. Une, elle devrait être réalisée l'année prochaine. C'est un arc qui entoure toute une autoroute qui fait 60 mètres de haut et 75 mètres de diamètre, et l'autoroute entièrement passe dedans. C'est une œuvre qu'on devait faire il y a déjà 25 ans sur la A6 au niveau d'Auxerre. Pour des raisons compliquées de personnalité dans la région, ça ne s'est pas fait. Après, j'ai failli la refaire avec Eiffage, la société Eiffage, qui voulait, et M. Roverato, qui était quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui a tout à coup voulu que je peigne ma sculpture en rouge. Bon, ça n'était pas possible, donc j'ai dit que ça ne se fera pas. Et maintenant, tout à coup, dans la région, tout à fait notre région, c'est-à-dire du côté de Luxembourg, Metz, vous voyez, à Thionville exactement, tout à coup, il y a une volonté très forte de la part de la région de réaliser cette sculpture. Donc, en principe, on est en pleine action. Et alors, mon deuxième projet, c'est de mettre une barre appuyée contre l'Arc de Triomphe. C'est un projet fantastique. Si un jour vous voulez que je vous donne pour vos images des photos, montages et même des morceaux de film, c'est très spectaculaire. C'est une chose il faut simplement arriver à convaincre le président de la République de faire ça, mais ce serait extraordinaire de faire ça pour le 14 juillet. Esthétiquement, symboliquement, à tous les niveaux, ça serait bien. Mais j'ai un grand projet qui est le plus ambitieux de tous, qui est de faire vous avez la terre, la vraie terre, hein, maintenant, attention, c'est le socle de ma sculpture. Vous avez une ligne droite de 100 mètres de hauteur qui rentrerait par exemple à Paris, et virtuellement on passera à travers la Terre et ressortira à Shanghai, dans le prolongement absolument parfait. Et il y aurait à ce moment-là, en dessous, à l'endroit même où la sculpture rentre comme ça dans la terre, vous voyez, supposez que ce soit à Paris, par ici, il y aurait en sous-sol une pièce énorme de, je sais pas moi, de 2000 mètres carrés, où les gens pourraient venir, prendre un verre, mais aussi surtout voir sur des écrans géants, en direct, live, ce qui se passe de l'autre côté. Non seulement ils verraient, mais ils pourraient communiquer aussi avec. Il pourrait aussi s'approcher de l'endroit où la sculpture qui est passée à travers le plafond, vous voyez, dans cette construction, et qui va ensuite, qui a ses fondations après dans la terre, donc elle passe comme ça en plein milieu de la pièce. Il y a une table autour, lumineuse, et les gens viendraient, puis mettraient comme ça leurs mains dessus, et qu'est-ce qui se passerait? Ils verraient les autres de l'autre côté comme ça, et ils pourraient communiquer avec eux. C'est un projet qui s'appelle Global Diagonal, Global Communication and Global Humanity. C'est pour remettre, l'idée c'est, bon, on a une œuvre d'art, oui, mais on a aussi la possibilité de mettre ensemble des gens de cultures différentes, de cultures, de races différentes, parce qu'on pourrait faire ça avec l'Amérique du Sud, avec des endroits, bon, il faudrait bien entendu que ce soit des grandes villes, mais des gens de contrées différentes pourraient se communiquer entre elles. Elie Wiesel, qui est le prix Nobel de la paix, a écrit un texte là-dessus en disant que ce serait formidable de mettre ensemble les gens, de rapprocher les cultures comme ça. Non, j'ai un problème, c'est une carence, je ne souffre jamais de la moindre envie, de la moindre jalousie. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que si un tel fait une exposition là-bas, moi j'en fais une ailleurs, ma carrière se passe assez bien, on peut faire bien mieux, je pourrais faire mieux, je pourrais être mieux reçu, c'est sûr, mais vous savez, je suis tellement persuadé qu'on vit dans un chaos total que tout ce qui m'arrive, c'est purement du hasard. Que je sois aujourd'hui devant vous en train de parler devant cette caméra, c'est du hasard absolu. J'aurais pu hier me casser la jambe, tomber en avion quand je suis rentré de Bâle et ne pas être ici aujourd'hui. C'est un hasard total que je sois un artiste. C'est un talent que j'ai eu, que j'aurais pu avoir, celui de jouer au baseball, au football. C'est un hasard total que je sois né dans un pays suffisamment développé pour que je puisse développer aussi mon travail. Que je sois dans un village où j'ai rencontré un jour quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait Picasso, et alors je suis parti en Lambretta à Nice, rencontrer le quelqu'un qui connaissait le quelqu'un, et tout ça, vous savez, on vit dans un bouillon de hasard et de phénomènes imprévisibles, donc vous voyez, pourquoi est-ce que je vais envier quelconque? Alors là, vraiment pas. Ils ont joué un rôle important et ils pourraient encore en jouer un, c'est sûr. Il faut juste que ce soit le galeriste qu'il faut, vous voyez, parce que
Au départ, tous les artistes ont besoin d'une galerie pour les promouvoir, pour les faire reconnaître, et là j'ai eu des galeries qui ont fait un très bon travail pour moi. Et puis après, le problème c'est que je fais des sculptures qui sont grandes. Quand on vient chez moi dans le Midi, si on veut savoir ce que fait Bernard Venet, on vient chez moi dans le Midi, on a des installations et on sait exactement ce que je peux faire, on voit tout. Voilà. Quand on va dans une galerie et que je fais une exposition, le galeriste commence à me dire « Ah mais tu sais, attention, parce qu'il ne faut pas passer à travers le sol. Hein. » Et puis la porte, elle fait qu'1,30 m de large, et tu sais, il faut faire 2-3 pièces qu'on pourra vendre aussi, tu sais, des petites choses comme ça. Bon. Tout de suite, il y a des contraintes énormes qui font qu'on manque d'enthousiasme. Je me souviens de Donald Judd, que je connaissais très bien, on était très copains, me disait « Bernard, je ne veux plus exposer dans les galeries, ni même dans les musées. » Il voulait faire Marfa, au Texas, son lieu, et voilà, là on verrait comment Donald Judd doit être exposé. Eh bien moi c'est ce que j'ai fait au MUI. On va au MUI, on sait exactement comment je veux exposer mes œuvres. À la limite, à Versailles, je suis très heureux d'y être, mais je suis un peu déçu de voir que les gens grimpent sur les sculptures, les salissent, il y a de la boue, il y a du sable et tout ça. On les abîme de toute façon aussi. Vous voyez, chez moi, les pelouses sont impeccables, les sculptures sont impeccablement propres, tout est bien. On a, disons, le lieu idéal pour montrer les choses. Et la galerie n'est pas toujours le lieu idéal, mais oui, la galerie est malgré tout l'espace, disons, une force de communication qui peut continuer à s'occuper d'un artiste. Je vais vous dire, très franchement, j'ai 40 galeries qui travaillent pour moi. Vous voyez, comme je travaille dans les grands formats, il y a des gens, je suis assez connu, on va dire maintenant, pour que les gens, soit ils aiment pas. Bon, mais s'ils aiment et qu'ils ont les moyens, ils peuvent très bien vouloir, ils peuvent d'ailleurs quelquefois nous contacter directement, mais vraiment, 95 fois sur 100, ça passe par des marchands qui ont le contact direct et qui disent « Ah, mais je connais Bernard Venet ». À ce moment-là, on touche mon studio à New York, on envoie des photos, on fait ce qu'il faut, et puis voilà. Mais vous avez des gens, regardez, je veux dire, le plus grand coup de main que j'ai reçu de ma vie, c'est Sotheby's qui me l'a donné, puisque c'est avec Sotheby's que j'ai fait ce premier contrat en 2008 et qu'ils m'ont fait cette exposition de 25 sculptures à Ellsworth, en Floride. Je veux dire, c'est eux qui m'ont vraiment propulsé, qui m'ont fait un peu sortir la tête de la bande de tous les sculpteurs qui existent sur la Terre. Et puis, et après, il y a eu Venise, maintenant il y a Versailles. Vous voyez, il y a des événements comme ça qui se font indépendamment des galeries. Mais j'aimerais beaucoup avoir une galerie. Bon, il faudrait que ce soit une galerie de haut calibre. Vous voyez, qui fasse le poids, qui sache gérer des choses comme les miennes, bien sûr. Peut-être que j'aimerais revenir en France, c'est lié à beaucoup de choses, c'est lié peut-être aussi à l'âge qui vient aussi, qui s'est même bien installé. Ça a à voir aussi avec d'autres phénomènes comme ça. Je veux dire, j'avais un studio absolument fabuleux aux États-Unis que j'ai perdu pour des raisons complexes. Donc je n'ai qu'un atelier très modeste en ce moment, et quand je compare ça à mon activité en Europe, je dis bien en Hongrie ou en Belgique, ou bien dans ce lieu qui est dans le sud de la France, qui va devenir une fondation, bon, j'ai tendance à penser qu'un de ces jours, je vais peut-être revenir davantage ici.